Bonjour, Sophie Gauthier, au Centre régional de pharmacovigilance de Lille, et je vais vous parler aujourd'hui de la campagne vaccinale contre le papillomavirus que vous n'aurez pas manqué en cette rentrée 2023. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels sur le virus. Il s'agit d'un virus humain, papillomavirus, 120 types à peu près de ce virus, dont une vingtaine sont cancérigènes. L'infection HPV, c'est une infection sexuellement transmissible, elle est très fréquente et elle peut concerner jusqu'à 80% des personnes en population générale à un moment de leur vie. Alors l'infection, une fois qu'elle est installée au niveau de l'organisme, vous voyez que le système immunitaire est capable de l'éliminer dans 90% des cas, mais dans 10% des cas, il y a une persistance de l'infection, et cette persistance, pendant plusieurs mois, années, peut amener, ça n'est pas systématique, à des lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus, par exemple, et vous voyez que la fréquence de ces lésions précancéreuses, c'est à peu près 30 000 cas par an chez la femme, et on peut retrouver ces lésions précancéreuses au niveau de l'anus chez l'homme pour à peu près 130 cas par an. Et puis, à côté de ces lésions précancéreuses, on a des lésions bénignes à type de verrue anogénitale, et c'est 50 000 cas par an chez l'homme et 50 000 cas par an chez la femme. Donc au-delà du cancer de l'utérus, du col de l'utérus, très clairement, ce vaccin, il va aller aussi agir sur les lésions précancéreuses et les verrues anogénitales. Quand la lésion précancéreuse se cancérise, vous voyez qu'il faut une dizaine ou une quinzaine d'années, on est capable de dire qu'il y a à peu près 6 000 cas de cancer qui sont liés chaque année au papillomavirus, dont 3 000 qui sont des cancers du col de l'utérus, mais vous voyez qu'on y retrouve aussi des cancers de l'anus, 1100 cas chez la femme, 400 cas chez l'homme, et puis des cancers ORL, 1300 cas chez l'homme et 400 cas chez la femme. Ça veut dire que ce papillomavirus, on l'a pendant longtemps ciblé sur la population féminine, mais très clairement, il a un intérêt sur la population masculine. Pour vous donner une idée en termes de fréquence, vous voyez que sur les cancers féminins, par exemple, le cancer au niveau de l'utérus, c'est à peu près 5%, là où le cancer du sein, c'est 33%. C'est le plus fréquent chez la femme. Un rappel sur les vaccins. Vous savez qu'il y a 3 manières de vacciner. Soit on utilise des virus inactivés, mais vivants, soit on utilise des virus inactivés morts, donc des morceaux de l'enveloppe du virus ou des particules qui ressemblent au virus mais qui ne sont pas le virus. Et c'est la technologie qui est utilisée pour le vaccin papillomavirus. Et sinon, vous avez le système de l'injection de matériel génétique et c'est ce qu'on a retrouvé dans le vaccin contre la Covid. Donc, pour le vaccin papillomavirus, en fait, le virus est ici, il a été séquencé et on a isolé la séquence d'ADN qui est capable de coder pour la synthèse des protéines de l'enveloppe extérieure. Donc, cette séquence-là, elle est cultivée pour pouvoir développer et faire sécréter des protéines, lesquelles protéines sont assemblées et vont constituer un virus qui ressemble au papillomavirus, mais qui n'en a pas toutes les caractéristiques, puisque vous voyez ici le virus reconstitué, qui est l'enveloppe en fait du virus, mais qui n'a pas le matériel génétique, ni même les propriétés de chimiotaxisme, par exemple, de la particule virale. L'intérêt, c'est que cette particule qui a les éléments extérieurs de la particule virale, quand on va aller l'injecter chez la personne, ça va faire sécréter des anticorps anti-protéines de l'enveloppe extérieure du papillomavirus par la réponse humorale et lymphocyte B, et ces anticorps vont pouvoir aller neutraliser les virus quand ils pénètrent dans l'organisme, comme on peut le voir ici sur cette diapo. C'est un vaccin qu'on connaît depuis quelques années déjà, puisque vous voyez que les premiers essais datent de 1990 chez l'animal, que les essais cliniques ont été réalisés dans les années 2000 et que l'AMM a été obtenue en 2006-2007, avec depuis 2010 des études d'impact et de vraie vie avec ce médicament. On a commencé avec des vaccins bivalents, puis ensuite on est passé au quadrivalent et on a maintenant désormais un vaccin qui est non-avalent. Alors, ce qui est intéressant de retenir, c'est que vous voyez, quand on regarde un peu la prévalence des infections à HPV, en fait, on voit bien que cette infection-là, elle se transmet surtout au moment de la puberté, un petit peu après, au moment où on commence l'activité sexuelle, justement, et puis que ensuite, cette contamination se réduit vers l'âge de 30 ans, et c'est là où, quand on a été infecté,
on va pouvoir commencer à voir apparaître les lésions précancéreuses vers 25-30 ans. Et puis vous voyez à partir de 30 ans la possibilité de cancer. Là, vous savez que la vaccination, elle est proposée en prévention primaire, c'est-à-dire avant même qu'il y ait eu le contact avec le virus, c'est-à-dire avant les relations sexuelles, parce que vraisemblablement, elle est plus efficace, et on va le voir après, quand elle est donnée en prévention primaire pour protéger finalement de la contamination et la transmission. Mais vous verrez aussi qu'en prévention secondaire et en prévention tertiaire, alors surtout en prévention secondaire, c'est-à-dire le patient a déjà eu des relations sexuelles et a déjà été en contact avec le vaccin, en fait, vraisemblablement, ça peut aussi avoir une efficacité. Donc en France, elle est proposée dans la campagne 2023 en prévention primaire. Elle est efficace, cette vaccination, pendant 10 ans, et c'est les 10 années où il y a le plus grand nombre de contaminations de type infection. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Actuellement, il y a plus de 300 millions de doses qui ont été administrées à travers le monde, puisque ce n'est pas une campagne qui est propre à la France, vous le verrez aussi. Et c'est à noter dès maintenant, comme je vous ai dit qu'il y avait une vingtaine de types qui étaient cancérigènes et que le vaccin le plus chargé, c'est-à-dire le Gardasil 9, contient seulement 9 valences cancérogènes, vous vous imaginez bien que pour les 11 autres, il faut continuer à faire du dépistage pour justement permettre de détecter le risque éventuel de lésions précancéreuses. Alors pourquoi une campagne en 2023 en France? Tout simplement parce qu'on est des mauvais élèves. Quand on regarde un peu la carte européenne, on s'aperçoit que déjà tous les pays européens ont fait une politique de vaccination contre le papillomavirus, alors qui date, vous voyez, 2015, 2010, 2014, donc ils sont plutôt plus en avance sur nous. Non pas que nous, on ne l'ait pas fait, mais on n'a pas été très incitatif, alors que là, très clairement, ça a été affiché, la volonté publique que tous les jeunes de 11 ans à 14 ans devaient être vaccinés pour essayer de limiter les infections à HPV et donc découlant les cancers. Vous voyez qu'en France, on est plutôt sur une couverture à 30% de la population concernée, là où les pays les plus en avance sont à 70 voire 80% de couverture vaccinale, ce qui fait qu'ils ont pratiquement éradiqué ou en tout cas limité fortement la contamination par les infections HPV. Alors l'objectif, c'est très simple. À partir du moment où vous introduisez un vaccin HPV, l'idée c'est de diminuer les infections HPV, alors avec les génotypes vaccinaux bien sûr, mais c'est ceux qui sont cancérigènes, donc c'est ça qui va nous intéresser, donc diminuer ces infections, donc diminuer le risque de condylome et de verrues dont on a parlé tout à l'heure, diminuer les lésions cancéreuses, et ça c'est au niveau, après plusieurs années on commencera à le voir, et après quelques décennies, on devrait voir arriver la diminution des cancers du col de l'utérus. Alors le bénéfice de la vaccination sur les infections, par exemple, il a déjà été démontré parce que les pays qui sont plus en avance de nous, notamment l'Australie et les États-Unis, ont déjà pu faire des études d'impact et vous voyez qu'entre 2003-2006, le taux de vaccination d'infection HPV au niveau du col de l'utérus a diminué avec la vaccination de façon très importante puisque c'est 70% de diminution en l'espace d'une petite dizaine d'années. Pareil pour les lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus, diminution de 60%. Et pour les infections ORL, on en a parlé au niveau de la gorge, et vous voyez qu'entre vaccinés et non vaccinés, c'est 88% de contamination infectieuse en moins avec la vaccination. Sur le cancer, il y a une étude qui a pu enfin démontrer l'efficacité parce qu'elle avait le recul nécessaire. Donc c'est une étude suédoise qui a regardé l'évolution des infections et l'incidence des cancers du col de l'utérus chez des personnes donc vaccinées versus non vaccinées. Vous voyez qu'on est à plus de 500 000 personnes dans chaque groupe et ils ont regardé ça en fonction de l'âge. Et vous voyez ici qu'on a en orange le groupe non vacciné, on a en vert le groupe vacciné avant 17 ans et puis en bleu le groupe vacciné entre 17 et 30 ans. Donc caricaturalement, bien sûr, avant 17 ans, c'est plutôt le groupe qui n'a pas eu de relation sexuelle avant la vaccination et le groupe 17 ans 30 ans qui a eu une activité sexuelle et qui a été vacciné néanmoins. Vous voyez que, c'est ce que je vous disais, en prévention primaire, on rend pratiquement caduque finalement la survenue de ces cancers du col de l'utérus au fur et à mesure de normalement la contamination qu'il aurait dû avoir. Et on voit qu'on garde une certaine efficacité même quand on a déjà eu des relations sexuelles, ce qui peut rendre quand même intéressant la vaccination contre le papillomavirus chez des personnes entre 20 et 30 ans. Et c'est proposé d'ailleurs notamment chez les hommes ayant des relations avec des hommes.
Donc le vaccin, il est plus efficace s'il est fait précocement. En termes de risque, puisqu'on fait de la pharmacovigilance, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de savoir si jamais il y a des signaux de risque grave. La réponse est non. Il y a surtout des effets non graves. Et il y a là encore une étude australienne qui a été publiée récemment et qui a montré que sur 9 millions de doses administrées, il y a à peu près 4000 effets indésirables qui ont été reportés. Et quand vous regardez un peu la nature de ces effets, donc là, les femmes qui les déclarent, là, les hommes qui les déclarent, on y retrouve des effets qu'on connaît bien avec la vaccination en général, le malaise, la fièvre, les éruptions cutanées, les maux de tête, les réactions au site d'injection et, par contre, quelque chose d'un peu particulier, la syncope, qu'on observe dans les 15 minutes qui suivent la vaccination brutale, sans explication particulière, mais qui justifie que quand on fait la vaccination contre le papillomavirus, on surveille les personnes vaccinées pendant les 15 minutes qui suivent. En termes de risques graves, ils sont très rares et a été bien sûr évoquée la problématique des Guillain-Barré, des maladies auto-immunes telles qu'on peut les voir avec chaque vaccination. Et pour l'instant, avec 15 ans de recul et des études épidémiologiques à grosse échelle, le lien formel n'a pas encore été démontré, notamment pour le Guillain-Barré et pour la maladie auto-immune. C'est-à-dire que sur un plan populationnel, il n'y a pas de signal d'augmentation de ces risques. Par contre, à titre individuel, certaines personnes, effectivement, vont développer des Guillain-Barré après la vaccination sans qu'on en connaisse vraiment le mécanisme. Ce qui fait que pour ce vaccin-là, on a plutôt un bénéfice-risque très favorable et c'est ainsi qu'en 2022, l'OMS a déclaré que jusqu'à présent, aucun signal sérieux de problématique de pharmacovigilance n'avait été mis en évidence, à part quelques rares cas exceptionnels d'anaphylaxie dont je n'ai pas parlé encore jusqu'ici. Par ailleurs, il souligne que la sécurité de ces vaccins est regardée de façon très attentive depuis 15 ans et que pour l'instant, on n'a toujours réellement rien identifié et que ça va bien sûr continuer à être regardé. Mais tout ça pour vous dire qu'au niveau international, c'est un vaccin qui n'inquiète pas du tout. En France, avec cette campagne 2023, il a été décidé de faire une surveillance renforcée sur la campagne de vaccination avec un dispositif où les centres de pharmacovigilance sont particulièrement impliqués, comme ils l'ont été pour la vaccination Covid, permettant ainsi d'assurer finalement, entre guillemets, une veille quotidienne. Alors les perspectives de cette campagne 2023, ça va être bien sûr de prévenir la transmission d'un virus très transmissible, cancérigène pour certains types, donc limiter finalement la survenue de cancer des années après. On utilise un vaccin dont l'efficacité en prévention primaire est bien démontrée désormais sur les cancers, les lésions précancéreuses et sur les lésions bénignes de type condylome ou verrue. Le profil de risque est rassurant et finalement, ce qu'on attend de cette campagne, est-ce que c'est l'éradication possible de l'HPV? Et la réponse est oui, puisque les Australiens qui ont une grosse avance sur nous et sont vaccinés à plus de 80% de la population depuis au moins 10 ans, ont montré par une modélisation mathématique, donc vous avez en rouge ici le groupe de personnes vaccinées, et puis en bleu le groupe de personnes vaccinées, mais chez qui on ne fait pas de dépistage pour détecter les autres types d'HPV qui pourraient donner un cancer. Et il montre qu'en 2100, à partir d'une vaccination à 80% à 80% de leur population, ils considèrent ça à partir de 2018, et bien il montre que très bien qu'ils éradiquent totalement la problématique des cancers liés à l'HPV si, bien sûr, le suivi s'assortit d'un dépistage, puisqu'on a vu que tous les sous-types n'étaient pas représentés dans la vaccination. Si on n'assortit pas des sous-types, vous voyez qu'on diminue de façon très importante aussi, mais moins bien que si on a sorti le dépistage. Donc j'espère que tous ces éléments vous auront convaincu que cette campagne 2023 a certainement du sens pour prévenir la survenue des cancers chez nos enfants. Je vous remercie.